Bonjour à toutes et à tous, chers collègues, chers confrères. Très heureuse vraiment d'être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parmi vous aujourd'hui. Alors, peut-être prenez 3 minutes de pause quand même, là, non, parce que c'est une succession d'informations là qui sont très très importantes. Alors, je vais essayer de vous faire un tour, peut-être un petit peu plus rapide que prévu sur le cerveau. Quoique quand même le cerveau c'est un sujet aussi, c'est vrai, assez vaste. Alors, de façon tout à fait extraordinaire, comme vous l'a montré justement Bernadette Roger sur le plan de l'expression symptomatique, comportementale, il se passe des mystères aussi tout à fait merveilleux dans le cerveau, et vous savez donc ce qu'on appelle le développement et le fonctionnement cérébral, et ça de façon très très précoce, puisqu'en gros, in utero, ce qui se met en place dans le cerveau, c'est vraiment l'organisation macroscopique, c'est-à-dire l'organisation du cerveau dans sa forme générale. Et puis sur la fin du dernier trimestre, et puis après au niveau des premières années, ce qui se met vraiment en place, c'est ce qu'on appelle donc, ce que vous savez bien, les arborescences dendritiques, le fait que les neurones qui sont avec un stock fixé, enfin à peu près au moment de la naissance, ensuite ces petits neurones justement poussent dans leurs émergences, ce qu'on appelle les émergences dendritiques, ce qui vont constituer les réseaux neuronaux. Et ça c'est absolument, vous voyez, ça c'est une coupe de cortex à un mois juste après la naissance. Là ce sont les stocks de neurones, donc le cortex, vous savez, l'écorce cérébrale, 6 mm d'épaisseur, la substance grise, un petit peu notre disque dur cérébral, et puis vous avez donc ce disque dur qui finalement, donc, comme si on le remplissait de fichiers au fur et à mesure du développement, et tout ça de façon très très précoce, puisque entre 1 mois et là vous avez 2 ans, 3 ans, vous voyez comment ces réseaux neuronaux se sont complètement développés. Et ces réseaux, donc ce qu'on appelle ce câblage neuronal, c'est le substrat neurophysiologique de ce que sont les acquisitions du développement dans ce que vous avez vu dans le cadre de l'autisme, dans le cadre du développement ordinaire, et puis après dans le cadre justement de l'autisme. Donc ça c'est, voilà, ça quelque part je pourrais déjà presque arrêter là, le topo, c'est-à-dire que ça c'est clé. L'autisme ça apparaît avant 3 ans, c'est lié à un trouble du développement et du fonctionnement cérébral, et ce qui ne se passe pas bien au niveau cérébral dans le cerveau justement de ces enfants avec autisme, c'est la construction de ces réseaux neuronaux. Et ça c'est très important parce que pendant très longtemps on est parti sur des hypothèses qu'on disait plus psychogénétiques. Alors quand on dit psychogénétique, ça n'a rien à voir avec la génétique, c'était du côté de la psychogénèse, donc plus sur ce qu'on pouvait appeler peut-être le développement, l'esprit, comme ça. On sait maintenant qu'il y a vraiment des connaissances et le progrès dans le champ des neurosciences qui font que on a ce qu'on appelle ce trouble du développement et du fonctionnement cérébral. Alors ce qui est très important aussi, justement, c'est que ce trouble du développement et du fonctionnement cérébral, comme vous l'a dit Madame Roger, il va s'exprimer sur un plan clinique par la dyade maintenant du comportement autistique, trouble des interactions, de la communication et le fait d'avoir un manque de développement de l'imagination sociale, mais il y a aussi toute une autre sémiologie parce que ça n'atteint pas uniquement ces réseaux de la communication sociale, ça atteint aussi d'autres petits réseaux. Et c'est pour ça qu'aussi il y a un check-up très important et que là on est dans un partenariat vraiment en équipe pluridisciplinaire avec les médecins, les psychologues, mais aussi les psychomotriciens, les orthophonistes, les ORL, les pédiatres, parce que ces enfants ont également, en dehors des difficultés de communication et d'interaction, ils ont aussi des difficultés dans leur développement cognitif, dans le développement intellectuel, avec un profil cognitif qui est soit retardé, soit pas retardé, mais qui peut être hétérogène, comme ça vous a été expliqué, avec des potentialités fortes et puis d'autres domaines où il y a vraiment des retards. Il y a possiblement de l'épilepsie, et ça c'est aussi très important parce que l'épilepsie, elle est clinique dans 17 à 25% des cas. On peut trouver toutes les formes d'épilepsie, mais il y a très souvent, et ça pour l'instant on ne sait pas quoi en faire, même les neuropédiatres très 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 pointus ne savent pas quoi en faire. Les EEG, vous voyez dans la littérature c'est jusqu'à 60% des cas, les EEG ont des petites anomalies. Donc les anomalies, ça va être par exemple des petites pointes au niveau temporal, ça va être des rythmes lents. On ne met pas un médicament sur ça, vous savez qu'en neuropédiatrie on dit toujours on ne traite pas le tracé, on doit traiter la clinique, mais en même temps, jusqu'où finalement un trouble de la communication, c'est pas aussi de la clinique, et c'est très compliqué de mettre en correspondance ces petits signes EEG. Pour l'instant, on ne sait pas encore bien faire, mais ça va certainement faire partie. Là, il y a beaucoup de recherches qui se font dans ce domaine-là. Donc la question de l'épilepsie,
La question des troubles de l'alimentation, des troubles de la motricité digestive, là aussi, hein, s'il y a des pédiatres dans la salle, vous êtes vraiment des interlocuteurs extrêmement clés. Hein. Ces enfants ont un trouble neuromoteur intestinal, très souvent, très souvent. Il faut vraiment l'explorer. Alors, tout le monde ne l'a pas, tous les enfants ne l'ont pas, tous les adultes ne l'ont pas, mais c'est possible. Et donc il faut vraiment avoir ce plan dans la tête pour avoir éliminé, en tout cas avoir posé la question, avoir vu comment se passe le transit, comment se passe évidemment le transit en fonction aussi des comportements alimentaires, puisque là vous savez, il y a le problème et de la sélectivité et parfois du pica, hein, le fait d'ingérer des substances qui ne sont pas normalement alimentaires, les cailloux, les feuilles, tout ça. Donc ça c'est aussi très important pour nous, notamment en tant que médecins. Et puis la question des troubles neuromoteurs. Ces enfants, en dehors même des stéréotypies classiques, hein, que vous connaissez bien, les mouvements des mains, les petits mouvements des flappings, les balancements, les stéréotypies sont plus ou moins complexes. Hein. Elles sont périphériques, elles peuvent être centrales, elles peuvent être en balancement, elles peuvent être vestibulaires. Il y a un champ de stéréotypies, et là on dit, bon ok, c'est la motricité de l'autisme, mais ces enfants ou ces adultes ont aussi possiblement des troubles praxiques, ils ont des troubles aussi parfois justement de l'intégration du schéma corporel, et puis des troubles de la motricité sociale, et ça c'est très important là aussi de travailler avec des bons psychomotriciens, avec des bons ergothérapeutes qui vont faire la part des choses de tout ça, et qui vont là encore pointer tous ces petits signes qui, pris un par un, vont définir avec l'ensemble justement de la sémiologie autistique toute la prise en charge thérapeutique. Hein. Soigner un autiste, c'est pas uniquement lui développer sa communication sociale, c'est aussi, s'il y a une dyspraxie, prendre en charge sa dyspraxie, s'il y a une épilepsie, soigner son épilepsie, s'il y a des troubles du sommeil, soigner ces troubles du sommeil. Là aussi, hein, 43 à 88% des enfants et des adultes avec autisme ont des troubles du sommeil. C'est une question à poser. Ils ont physiologiquement un déficit de synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de savoir que c'est le jour et de savoir que c'est la nuit. Donc là aussi, ça fait partie des questionnements médicaux, hein, de dire comment est-ce que votre enfant mange, comment est-ce que votre enfant dort, comment est-ce que votre enfant court. Hein, tout ça, on est au sein vraiment du diagnostic aussi de l'autisme. Alors c'est ce que je vous ai juste mis là très rapidement. Ça veut dire qu'en effet, il y a toute cette évaluation comportementale, psychologique qui est sur la communication sociale, le développement de l'imagination sociale, tout ce que vous a expliqué très bien justement Madame Roger. Et puis il y a aussi, en effet, on doit vérifier là qu'il n'y a pas de surdité, qu'il n'y a pas de problème ophtalmo, on doit vérifier qu'il n'y a pas d'épilepsie, on doit voir s'il y a ou pas une hyperactivité, parce que là aussi c'est quelque chose qui est très important. On a le droit de parler maintenant de comorbidité dans l'autisme. Vous savez, il y a encore peu de temps, si on disait autisme, on ne pouvait pas dire autisme et trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, le TDAH. Ça vous dit quelque chose, TDAH ou pas? Oui, ok. Donc on n'avait pas le droit, c'était un diagnostic exclusif. Maintenant, ça c'est terminé. On sait qu'on peut dire ça. Alors, ça va surtout, ce que ça change surtout, c'est évidemment l'abord thérapeutique avec le fait qu'on ait la possibilité de prescrire les médicaments qui sont développés dans le champ de l'hyperactivité pour l'autisme. Hein. Réglementairement, en tout cas, nous, en France, jusqu'à encore il y a 6 mois, on n'avait pas le droit. Hein, on le faisait, mais sous notre propre responsabilité. Maintenant, c'est admis, c'est-à-dire on peut dire, ok, on peut avoir de l'autisme plus, par exemple, une dysgraphie, plus une hyperactivité, plus une dépression. Voilà. Alors c'est une vision, j'allais dire un petit peu plus finalement dimensionnelle, mais ça c'est très important, là encore, de penser à tout ça, parce que ça va changer la prise en charge thérapeutique. Alors, du coup, alors nous avons maintenant, depuis 2006 en France, hein, je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure pour vous, en termes de règlement, nous avons des recommandations pour les examens complémentaires que nous devons prescrire systématiquement. Alors systématiquement, nous devons évidemment examiner l'enfant, avoir une consultation somatique, ça c'est très important aussi. Hein. Les enfants, alors maintenant on dit troubles du spectre autistique, moi j'aimais bien aussi troubles envahissants du développement, parce que ça montrait bien que c'est pas uniquement le secteur de la communication sociale et des intérêts restreints, c'est vraiment un trouble du développement du cerveau. Le cerveau étant quand même l'orchestrateur central de la digestion, de la motricité, du sommeil et tout ça, bien forcément il y avait aussi d'autres petits signes. Hein, et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Quelque part, l'autisme, c'est profondément une maladie pédiatrique. Il faudrait l'enlever
du champ, enfin, c'est pas d'enlever du champ de la psychiatrie, vous voyez, mais c'est profondément un trouble pédiatrique. Et il faut avoir cette idée, mais pédiatrique ne veut pas dire forcément avoir des boutons, hein, ou avoir, c'est-à-dire que c'est vraiment un trouble global du développement de l'enfant et qui va atteindre différents secteurs. Donc il faut contrôler qu'il n'y a pas de surdité associée, il faut contrôler qu'il n'y a pas de troubles ophtalmo associés. 30% des enfants avec autisme ont un trouble de l'accommodation convergence. Donc 30% des enfants avec autisme devraient porter des lunettes, en gros. Hein, regardez dans vos centres combien on porte des lunettes. Donc il y a ceux qu'on n'a jamais pu examiner sur le plan ophtalmo, et puis il y a ceux qu'on a pu examiner, à qui on a mis des lunettes et qui les ont arrachées au bout de 5 secondes. Voilà. Et les enfants, mais ils ont vraiment, hein, ils ont des myopies, ils ont des hypermétropies, ils ont plus que dans la population générale, plus que dans les enfants ordinaires. Hein. Ça c'est aussi un élément très important. Donc vérifier l'audition. Donc alors soit l'audiogramme comportemental, soit jusqu'au PEA, ça dépend, l'ophtalmo, et puis donc en France, nous on doit proposer systématiquement une consultation génétique, c'est ce que je vous dirai cet après-midi. C'est un trouble neurodéveloppemental d'origine génétique, donc il y a les gènes entre guillemets de l'autisme, mais il y a surtout des syndromes génétiques bien connus qui eux sont associés à l'autisme assez fréquemment et qui relèvent d'un conseil génétique bien particulier et qui relève parfois aussi même de traitements bien particuliers. Ça, je vous en parlerai cet après-midi. Voilà. Et sur le plan métabolique, là aussi, hein, donc on a dans 15 à 20% des cas, là je vous balance beaucoup de chiffres, hein, mais en gros, dans 15 à 20% des cas, on peut identifier un syndrome soit génétique, soit une maladie métabolique associée à l'autisme. Là encore, ça veut dire que si vous avez 100%, si vous suivez 100 personnes avec autisme, vous devez en trouver 20 chez lesquelles vous allez identifier une maladie métabolique ou une cause génétique. Je vous en parlerai un petit peu plus aussi cet après-midi. C'est pas négligeable. Hein. Et donc, ça là encore, c'est toujours la même chose. Cette maladie génétique ou métabolique associée au trouble du comportement autistique, elle est très importante à diagnostiquer parce que non seulement, bien sûr, il faudra soigner et prendre en charge l'autisme, mais il faut aussi, bien sûr, soigner et prendre en charge la maladie métabolique qui est présente. Ce n'est pas parce que je vous dis on a de l'autisme qu'on est indemne d'autres maladies. Et ça, c'est très important. Alors, donc ces évaluations, comme on vous l'a dit, donc je vous ai mis là donc les évaluations cliniques, on vous a très bien présenté Bernadette. Je vous ai montré donc voilà un docteur en blouse blanche qui examine, vous voyez, qui fait les réflexes, hein, l'examen neuro, possiblement donc les EEG, le fait d'avoir vraiment cet examen somatique, et puis tout ça, ça fait qu'on va définir en fonction de ces évaluations multiples, le projet thérapeutique global qui va comprendre, hein, qui doit à chaque fois, là encore, hein, pas comprendre une seule dimension, mais bien tous ces aspects. Alors, le cerveau, justement, pour maintenant je cible sur la physiopathologie. Le cerveau, dans ce qu'on en sait actuellement, c'est, vous voyez, alors 10 puissance 15 synapses dans un cerveau, donc les synapses, vous savez, donc les points de contact entre deux neurones, là par où passe l'information. Actuellement, dans votre cerveau, dans le mien, 1 milliard d'opérations à la seconde. Ça veut dire donc 1 milliard de connexions se font là par seconde dans votre cerveau en ce moment, hein, au niveau de ces synapses. Donc là, ça c'est une coupe, là maintenant ce qu'on arrive à faire plus précis, vous voyez, toujours de ce fameux cortex, et puis ces synapses, hein, qui sont donc ces points de jonction, ici, ces points de jonction entre deux neurones, notre câblage cérébral, et puis quand on dit donc justement 1 milliard d'opérations à la seconde, c'est le fait que, hop, l'information passe ici. Donc comme vous le savez très bien, l'information, elle est de nature électrique quand on est là au niveau de l'axone du neurone. Il y a de la chimie ici au niveau de la synapse, on libère des neurotransmetteurs qui redonnent ensuite un potentiel d'action et donc de l'électricité. Et notre substrat neurophysiochimique à nous tous, au niveau cérébral, quand on regarde à ça, c'est ça, nous sommes en gros électricité et chimie, si je caricature. Évidemment, ça c'est au niveau très neurophysiologique, hein, je ne suis pas en train de réduire l'être humain à ses synapses, surtout pas. Mais l'idée, c'est évidemment, dans l'autisme, on sait que ce qui ne s'est pas bien mis en place, justement, c'est cette espèce d'architecture. Alors une fois qu'on a dit ça, on a tout et on n'a rien dit. Parce que vous imaginez bien qu'1 milliard d'opérations à la seconde, 10 puissance 15 synapses dans un cerveau, si on commence à dire c'est ça qui marche pas bien, avant d'essayer de comprendre quand même un peu plus précisément, c'était un grand pas quand même de dire c'est dans le cerveau que ça se passe et de façon innée, c'est pas lié à la maman,
ni au papa. En France, on a eu beaucoup ça, nous. Je crois que vous avez été protégés de ça. Nous, on s'est fourvoyés. Il y a eu, les gens ont dit, ah bah oui, c'est ça. Et en fait, c'est une erreur médicale, je dirais même, de connaissance. Maintenant, ça a été rattrapé. Et donc, on sait que c'est cette fameuse transmission qui ne marche pas. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que vous, en tant que médecin à l'heure actuelle, puisqu'on dit, bah oui, c'est dans le cerveau, d'accord, donc je fais comme mes collègues neurologues, je prescris une IRM et je vais voir que ça ne va pas, puisque vous nous dites bien que c'est les réseaux qui ne marchent pas. À l'heure actuelle, non. Peut-être que, si j'ai la chance d'être réinvité d'ici 4-5 ans, je ne sais pas, ou même avant, je vous dirais, oui, nous pouvons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des progrès très, très, très fulgurants dans le domaine des outils d'exploration du cerveau dans sa structure, c'est-à-dire l'anatomie du cerveau, mais aussi du cerveau dans son fonctionnement. Et je vous dirai la même chose tout à l'heure quand je vous parlerai de la génétique. Vous savez que maintenant, ça y est, on vous séquence tout votre génome, une petite goutte de sang, on vous séquence votre génome. Maintenant, les prix ont complètement chuté. On peut vous dire tout votre code génétique de A à Z. Ça, c'est depuis 3 ans. D'accord ? Donc il y a un boom dans le champ des neurosciences qui est tout à fait impressionnant, qui fait qu'on arrive à voir des choses, mais qui sont encore dans le champ de l'autisme, qui ne sont pas encore passées au diagnostic. Vous ne pouvez pas encore dire, madame, monsieur, ok, je prescris une IRM et je vais vous confirmer ou infirmer mon diagnostic. On n'en est pas là. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le cas de la recherche? Ce qu'on voit, c'est 3 types de résultats. Premièrement, vous savez ce qu'on appelle les tractus de fibres blanches. Ça vous dit quelque chose ou pas, ça? Non? D'accord. Alors, dans le cerveau, je vous ai dit tout à l'heure, il y a le cortex, il y a notre disque dur. D'accord? Ça, c'est 6 mm d'épaisseur, l'écorce cérébrale. Et ensuite, la puissance de notre cerveau, ce n'est pas uniquement d'avoir justement ce cortex avec toutes ces petites connexions, c'est qu'il y a un câblage, en fait, qui va connecter toutes les zones du cerveau, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite et tout ça, qui lui est ce qu'on appelle les fibres blanches. D'accord? Et ce câblage-là, maintenant, on arrive à le voir en imagerie, et c'est ce que vous avez ici en bleu là ou en vert. Vous voyez, c'est les câbles. Le câble bleu, c'est ce qui connecte en fait le vert qui serait l'écorce avec d'autres zones. D'accord? Ce qui a été montré dans l'autisme, c'est qu'en fait, ce câblage-là, donc non seulement le cortex, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'architecture n'est pas bonne dans les réseaux neuronaux, mais en plus le câblage de zone à zone ne marche et pas bon non plus, et pas tout à fait comme celui d'un enfant ordinaire. Et ce câblage-là, il est déficitaire en fait pour les connexions dites longue distance, c'est-à-dire l'avant et l'arrière, et il est hyper développé pour les connexions courte distance. Et ça a été mis un petit peu en parallèle en disant, c'est peut-être ça qui explique que les personnes avec autisme, elles voient finalement, elles traitent des détails où elles ont des hyper compétences dans certains domaines, mais qu'à côté de ça, voir la vision globale des choses, réussir à avoir, vous savez, un concept par rapport à des informations visuelles, auditives, frontales, de rassembler tout ça, peut-être que c'est ça qui ne marche pas bien, parce que justement, elles ont des déficits dans le câblage de ces connexions longue distance, avec au contraire des hyper connexions locales. D'accord? Donc ça, c'est le tractus de fibre blanche. Ce que vous avez ici, là, en dessous, c'est l'épaisseur du cortex. Ce dont je vous parlais, ce fameux cortex, il n'a pas la même épaisseur, là encore, que les enfants ordinaires, ou les adultes ordinaires. Alors là aussi, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément plus ou moins de neurones, parce qu'il y a des zones où ils ont plus de neurones, des zones où ils en ont moins, mais ça veut bien dire aussi que quand même déjà le cerveau, anatomiquement, c'est pas bien développé. Et puis la troisième chose, c'est ce dont vous a parlé aussi Bernadette, il y a la croissance du périmètre crânien, qui n'est pas ordinaire, et ça c'est aussi très important. Moi, chaque fois que je fais une synthèse avec les équipes, je demande toujours à l'étudiant, donnez-moi le carnet de santé, quelle est la courbe du périmètre crânien? Au début, je me dis, pourquoi il me raconte ça? On est en psychiatrie, je viens faire le périmètre crânien, tout ça. Et jusqu'à certaines études, c'est jusqu'à 70% qui ont cette accélération. Alors c'est vraiment ça, c'est à un moment donné, la vitesse s'accélère, donc vous avez la courbe. Alors on est toujours évidemment entre -2 et +2, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des cas de macrocéphalie. 20% sont macrocéphales à l'âge adulte. D'accord? Et ces 20%-là qui sont réellement macrocéphales, ils justifient là du coup d'une IRM pour aller chercher certaines choses particulières. Mais normalement les autistes ne sont pas macrocéphales, par contre ils ont cette croissance à un moment donné là qui est justement entre 6 mois et après 12-18 c'est un petit peu, tout d'un coup ça va plus vite et puis ça redescend
si vous voulez. Alors c'est la vitesse qui diminue, hein. Évidemment la tête ne grossit pas et diminue pas, c'est la vitesse d'accélération qui s'accélère, puis ensuite qui se ralentit, qui fait que vous mesurez le périmètre crânien d'un enfant à 4 ans, il est en gros normal. Ce qu'il faut regarder, c'est la courbe. Retracez sur vos enfants, tout ça, retracez les courbes et vous verrez combien ça. Alors après, toute la question aussi, et ça moi j'avais refait la littérature, c'est que personne n'a fait ça dans le retard mental, personne n'a fait ça dans l'hyperactivité, donc on ne sait pas si c'est finalement spécifique ou pas de l'autisme. Il faudrait déjà vérifier, peut-être que c'est spécifique du fait de dire il y a un problème dans le développement du cerveau. Ça, il faudrait que vous me baissiez un tout petit peu la lumière, s'il vous plaît, parce que sinon vous n'allez pas bien voir. Ça, vous voyez, ça, c'est celle-ci qu'il faut baisser, s'il vous plaît. Ça, c'est juste pour que vous puissiez voir. Ça, c'est une étude de 2013 qui est quand même très intéressante. Maintenant, on arrive à marquer l'inflammation du cerveau. Merci. C'est l'inflammation du cerveau. Dans l'inflammation ce que vous avez en haut, ce sont des jeunes adultes de 18 ans qui sont des adultes ordinaires. Et puis en bas, vous voyez, ce sont des coupes horizontales. Hein. Vous voyez ici les orbites, les tractus, des coupes horizontales d'autistes de 18 ans, donc qui sont bien loin du début de l'autisme. Et ce qu'on marque ici, là, c'est ce qu'on appelle de l'imagerie moléculaire. On marque en fait ici la neuroinflammation du cerveau. Ça, c'est tout nouveau. Tout le monde s'intéresse maintenant beaucoup à ça, parce que là encore, il y a une question de spécificité, parce qu'il y en a qui ont fait des études aussi justement dans la schizophrénie qui trouvent la même chose. C'est qu'il y a peut-être des problèmes de neuroinflammation au niveau cérébral, alors qui vont sans doute entrer en lien avec le fait qu'il y a au départ un problème génétique et qu'il y a peut-être des facteurs dits environnementaux qui vont générer le fait que justement ces réseaux neuronaux, ces neurones ne poussent pas bien et ne se mettent pas bien en place. Alors ça, c'est évidemment très intéressant parce que si jamais, enfin là on va en progressant dans ce champ-là, on ouvre des nouvelles pistes thérapeutiques. Parce qu'on peut, vous imaginez tout ce qui s'ouvre, hein, si on arrive à identifier des facteurs neuro-inflammatoires, on a un autre champ pharmaco qui s'ouvre. Alors, l'eye tracking, donc je vais très vite parce que justement Bernadette vous l'a présenté. Comme elle vous le disait tout à l'heure, parce que maintenant, ok, on sait que ce cerveau, ces réseaux neuronaux ne sont pas bien mis en place, qu'est-ce qui ne marche pas bien? Alors il y a toutes les recherches qui avancent justement pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut mesurer pour dire ce qui ne se passe pas bien dans le cerveau. L'eye tracking, donc là comme vous l'a montré Bernadette, c'est-à-dire l'eye tracking, hein, ça mesure, c'est des petites caméras infrarouges qui se captent sur ce qu'on appelle le reflet cornéen. Le reflet cornéen, c'est le petit carré de lumière qu'il y a dans les yeux de votre voisin ou de votre voisine. Si vous regardez votre voisin ou votre voisine, vous verrez qu'il y a un tout petit carré de lumière. Hein. Ce petit carré de lumière, c'est ce qu'on dessine sur les dessins quand on veut tout de suite que le personnage ait l'air plus vivant. Hein. Et les photographes, ils disent, si on l'enlève, ça fait un regard mort. Donc c'est le reflet. C'est le reflet sur la cornée. Hein, et donc l'eye tracking capte en fait justement ce petit reflet et se calibre au-dessus, ce qui fait qu'il peut continuer à suivre en fait comment bougent les yeux et comment se fait la poursuite oculaire. C'est ce qu'on appelle justement ça, la poursuite oculaire. Alors vous savez que nous, en tant qu'êtres humains, c'est très particulier justement la poursuite oculaire parce que nous avons une implantation bifrontale, c'est-à-dire de prédateurs au niveau des yeux. Vous savez que dans le règne animal, il y a deux implantations au niveau des yeux. Il y a les yeux qui sont sur le front, comme ça, et puis qui sont ceux des prédateurs. Ça, c'est pour courir rapidement, pour attraper la proie. Et puis vous avez les implantations latérales, les mouches, les antilopes et tout ça, qui elles ont un champ visuel extrêmement large qui permet de voir d'où vient le lion. Parce qu'elles sont la proie, d'accord? Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes prédateurs. Et le contact oculaire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous regardez entre vous, là, entre adultes, on ne peut plus, en tant qu'adulte, se regarder dans les yeux plus de 2 ou 3 secondes. Faites l'expérience, vous voyez, et d'un coup, tac, à un moment donné, on est un petit peu gêné, on ne peut plus. Hein. Alors qu'un bébé, un bébé de 2 mois, 3 mois, 6 mois, il vous regarde dans les yeux, il fixe, et vous n'êtes pas gêné dans ce regard-là. Donc il y a toute une maturation du contact oculaire qui est très 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 particulière et qui fait qu'à un moment donné, quand il y a le contact œil-œil, on a nos réflexes de prédateur, vous savez, et on sait maintenant qu'il y a un court-circuit amygdalien. L'amygdale, c'est le détonateur des émotions dans le cerveau. Hein. Et donc quand on est... Alors ça... La maturation exacte de cet effet-là, on ne le sait pas bien, mais on sait en tout cas bien sûr que ça existe déjà dès 10 ans et après ça mature au moment de l'adolescence. Si vous regardez quelqu'un dans les yeux directement,
notre cerveau, j'allais dire archaïque aussi, c'est je te mange, tu me manges, c'est-à-dire que nous redevenons prédateurs. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit toujours, surtout ne jamais regarder quelqu'un dans les yeux dans le métro new-yorkais, et ça, parce que, en effet, vous déclenchez des systèmes très forts sur le plan émotionnel. C'est sans doute pas pour rien que les autistes, ils n'y arrivent plus à regarder dans les yeux parce qu'il faut pouvoir justement réguler ces émotions qui sont activées directement par ce contact oculaire. Et donc chez très petits, quand ça s'est fait en eye tracking, vous avez en fait les enfants avec autisme, eh bien au lieu de regarder plutôt les enfants, ça ce sont des enfants ordinaires là-haut que vous avez là, et là des enfants avec juste un retard. Et les enfants avec un autisme typique, vous voyez, ça c'est dès 14 mois, comme vous a montré Bernadette, eh bien, ils regardent plutôt les formes géométriques que les petits-enfants. Alors que normalement, là aussi, naturellement, quand tout se passe bien, il y a une curiosité physiologique vers l'autre. Il y a, comme vous le disiez très bien Bernadette, un bébé, il est tourné, il est capté vers l'être humain, vers l'autre, c'est ce qu'on appelle justement le social, le contact social. Naturellement, ça se passe comme ça, sauf que dans l'autisme, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont plus tournés vers les ronds géométriques que vers les êtres humains. Alors ça, je vais aller plus vite. Je ne sais pas si je vais le passer, parce que sinon on va être trop long. C'était aussi à nouveau un enregistrement du regard qui montre qu'il n'y a pas cette capture de l'information au niveau visuel, comme vous l'a montré aussi Bernadette. Ce qui est très joli ici dans le regard aussi, ce qu'on sait maintenant, vous savez, c'est qu'en fait on lit un visage. On va toujours de la droite vers la gauche et on descend. On capte l'œil droit et ensuite on descend vers la bouche, et ça, quel que soit hémisphère nord, hémisphère sud, asiatique et tout, c'est pas lié au sens de la lecture. On a d'abord une attention vers l'œil droit de la personne, l'œil gauche, et on descend à la bouche. On a une lecture du visage. Alors, du coup, les visages, l'autre chose qui nous sert vraiment évidemment à interagir, c'est la question de la voix humaine. Depuis tout à l'heure, vous savez, quand on parle communication, il y a la communication par les gestes. Moi, je suis très bonne là-dedans. J'ai vu une fois que je bouge beaucoup. Il y a la communication évidemment par la motricité du visage, les émotions, l'orientation du regard, et puis bien évidemment aussi le langage, et puis la question de la voix. Alors dans la question de la voix aussi, comme vous l'a dit très bien Bernadette, il y a la voix en tant que langage, c'est-à-dire le contenu, le fait que vous compreniez ce que je vous raconte, et puis il y a la question du son de la voix. Et donc là, il y a une recherche qui a été faite pour voir est-ce que les personnes avec autisme entendent finalement la voix comme nous, vous et moi, on entend la voix. Et vous et moi, quand on entend la voix, on l'entend de façon préférentielle. C'est-à-dire que là encore, notre cerveau d'être humain a des zones de spécialisation du signal humain. Et donc la voix humaine, pour vous et moi, est un son qui est très spécifique et qui est traité préférentiellement ici à droite. Ce qui fait que du coup, dès que j'entends une voix, vous savez qu'on a une empreinte tous vocales comme notre empreinte génétique, qui est totalement unique. On a une fréquence fondamentale qui est propre à chaque être humain. Et le cerveau des autres, on détecte, nous, comme ça on entend ce son de façon très spécifique. Donc ça, cette étude qui a été faite, c'était donc de la voix non langagière, c'est-à-dire versus, d'accord ? Vous et moi, ça s'active ici, et les autistes en dessous, vous voyez, c'est pas que ça s'active pas, c'est pas qu'ils sont sourds, c'est une carte de différence, c'est qu'en fait, ça ne se distingue pas préférentiellement. C'est-à-dire qu'ils entendent le pareil, d'accord ? Alors que vous, tout de suite, vous avez su que ça, c'était de la voix humaine. Et donc, parce que nous avons ces zones-là qui se sont développées pour avoir ce traitement préférentiel. Dans l'autisme, il semble que ça ne marche pas bien. Peut-être que c'est en lien avec les premiers signes, justement aussi, comme vous disait Bernadette, ne se retourne pas à l'appel de son prénom. C'est-à-dire que s'il y a le mixeur et maman qui appellent, c'est un brouhaha qui n'est pas spécifique. Il n'y a pas la voix au milieu du mixeur. D'accord ? On peut passer ça. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le fameux cerveau social qui traite toutes ces informations, la voix, les visages, les émotions, le comportement. Donc c'est un circuit, on est toujours dans la question des circuits, donc le circuit dans l'épaisseur au niveau du cortex, tout ce qui est traité dans notre disque dur, et puis le fait que ces informations soient envoyées à gauche, à droite, dans les deux hémisphères, donc le traitement de l'information dite sociale, c'est-à-dire ce qui est porté par l'être humain. Je vais passer ça aussi. Alors, l'autre idée, c'est de dire, maintenant, ok,
ça, en effet, c'est les visages, les émotions, la motricité sociale. Maintenant, finalement, très précocement, ce qui se développe chez les tout-petits, chez le bébé, c'est d'abord aussi une perception de l'environnement. Avant même qu'elle ne soit sociale, il faut déjà entendre. D'accord ? Avant d'entendre la voix, il faut aussi entendre les bruits. La question était de se dire, est-ce que finalement, aussi, chez le tout-petit, chez le bébé, est-ce que déjà l'information, elle est perçue, même avant même, je dis qu'elle ait du sens humain ou pas humain, comme vous et moi. Hein. Parce que si déjà, finalement, les signaux, presque, les informations très simples sont mal perçues, peut-être que les informations sociales, qui sont beaucoup plus complexes, la voix humaine, c'est le son le plus compliqué, le plus complexe au niveau acoustique. Il n'y a pas plus complexe que la voix humaine au niveau acoustique. Hein. Vraiment les propriétés physiques de l'information. Donc là, c'est un exemple, par exemple, qu'est-ce que vous voyez là? Ah, vous êtes très bon. Ouais. Parce que souvent, il y en a plein qui ne font pas. Et là, vous voyez le chien. D'accord? Alors, ça, c'est aussi un petit exemple des fois que je donne pour dire, voilà, si peut-être que les personnes avec autisme aussi sont finalement, ils ne sont pas aveugles, ils ne sont pas sourds, hein, mais s'ils ont une perception particulière des informations visuelles, des informations auditives, au tout début du bébé, comment est-ce qu'ils vont construire? Parce que quand on est tout petit, au départ, j'allais dire, on voit ça, et puis après, on va savoir que c'est un chien. Parce qu'on a repris ça dans l'environnement, on l'a repris dans le contexte, on nous a appris que c'était un chien, on nous a nommé que c'était un chien, mais tout ça se fait à pris-sens. Hein. Si vous restez, entre guillemets, un petit peu dans ce traitement-là, les constructions ensuite, elles se font peut-être un petit peu moins bien, il y a peut-être une distorsion de la perception de l'environnement. Ce n'est pas une absence, hein, je vous dis, ils ne sont pas sourds, ils sont pas, mais c'est une distorsion. Le fait que des informations visuelles, alors justement, qui vont se faire, par exemple, vous savez, les autostimulations devant les yeux, nous, ça c'est désagréable, on n'aime pas ça. On a l'impression, en tout cas, et c'est difficile, mais certains autistes, justement, ont pu l'exprimer, de dire qu'il y avait des fois des perceptions qui faisaient que, par exemple, on claque une porte, hop, ça fait des coulées de lumière devant les yeux, hein, ça c'est, ou alors, justement, des hyperstimulations comme ça qui créent, en fait, des sensations très agréables. Voilà. Donc ça, c'est une des hypothèses, hein, je dis, c'est de dire qu'il y a peut-être des choses qui, justement, déjà très, dans le traitement de l'information, même très élémentaires, hein, qui se perturbent. Ça, je vais passer aussi. Ça, je vais vous faire écouter le son. Voilà, donc ça, c'est, vous voyez, là encore, pour redescendre, j'allais dire, d'un niveau de complexité, on n'est plus dans les visages, dans la voix et tout, on est dans les bips, ça s'appelle des tones, bip, bip, bip. Donc vous et moi, ça active ici au niveau temporal, parce que bien évidemment c'est le cerveau de l'audition, ici à droite. On avait fait l'étude chez les autistes et on avait vu cette espèce d'hyperactivation. Alors vous voyez, là on n'est pas dans l'hypo, hein, on est plutôt dans l'hyper. L'hyperactivation quand le son change. Vous avez entendu le petit changement, d'accord? Vous l'avez entendu sur le plan auditif, mais bon, voilà, c'est pas plus que ça. Ça a été mis en lien avec l'idée justement de la sensibilité au changement. Une des hypothèses, c'est que peut-être que ces enfants, ils ont tendance à faire toujours la même chose, parce que peut-être que dès que ça change, chez eux, c'est très vécu sur un plan très, ça fait un ressenti neurosensoriel très fort. Vous voyez, si à chaque fois qu'on change des petites choses, par exemple une porte fermée qui devient une porte ouverte, bon, là, le monsieur, il sort, ok, moi, ça ne m'empêche pas de continuer à vous parler. Sauf que là, si pour une personne, vous voyez, la voie, le fait qu'elle était fermée, ensuite qu'elle est ouverte, si ça crée à chaque fois des stimulations très fortes comme ça dans le cerveau, une des hypothèses, c'est de dire que peut-être que, justement, il s'enferme à faire toujours la même chose, puisque quand vous faites toujours la même chose, par définition, ça ne change pas. Et ça, c'est aussi une des hypothèses de travail, de dire attention, et ça on le voit bien, vous le voyez bien dans les centres, hein, c'est pour ça qu'on travaille sur la prévisibilité, de leur dire attention, il va se passer ça, ça et ça, parce qu'il peut y avoir une réactivation même très forte dans le cerveau, parce que vous voyez, si vous avez ça rien que pour bip, 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 vous imaginez quand c'est la paire de chaussures qui a changé, l'éducateur qui a changé, le référent, le trajet où normalement c'est toujours dans ce sens-là et tout d'un coup, hop, finalement on passe. Voilà, donc ça c'est pour expliquer plus ce qui est la question de la sensibilité au changement. Alors, ça c'est l'exemple aussi que vous connaissez bien, justement, là, donc qu'est-ce que vous voyez vous? Donc là où vous voyez vous une partie d'anniversaire, bien les personnes avec autisme, peut-être qu'elles voient justement des triangles, des petits points bleus, des carrés rouges, des carrés verts, vous voyez, le fait que justement leur cerveau ne traite pas globalement l'information, mais peut-être plus
par détail, et que du coup, peut-être que justement l'idée c'est de dire c'est pas surprenant si à la fin ils disent pas bon anniversaire, hein, puisque pour dire bon anniversaire, il faut avoir compris l'ensemble, avoir traité l'ensemble de l'information, en avoir une vision globale, et puis ensuite avoir la réaction qui va avec. Ça va être trop long, je vais terminer parce que c'est très joli. Alors, juste vous terminer là-dessus, la plasticité cérébrale. Plasticité cérébrale, donc je vous ai dit tout à l'heure, 1 milliard d'opérations à la seconde dans votre cerveau. Vous faites actuellement, donc ça ce sont sur les synapses existantes, mais depuis que vous m'avez écouté tout à l'heure, vous avez aussi créé de nouvelles synapses. C'est-à-dire que vos neurones ont poussé. Là. Et notamment, ils ont bien poussé parce que vous êtes bien attentif. C'est aussi très corrélé à ça. Donc vous avez créé de nouvelles connexions, c'est vraiment dynamique. Hein. Alors, il ne faut pas vous ayez des représentations, d'avoir un truc dans votre tête, mais c'est vraiment à l'échelle des neurones. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Ça pousse. Hein. Alors, ça pousse de façon exponentielle et très très forte entre 0 et 4-5 ans. Et puis, ça repousse de façon exponentielle très 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 forte au moment de l'adolescence. C'est-à-dire ça repousse, ça se refait, ça c'est vraiment les périodes très très fortes. C'est pour ça aussi que ce sont les 2 périodes à risque au niveau de l'épilepsie. Parce qu'au niveau de l'épilepsie, ce sont des courts-circuits électriques des câblages neuronaux. D'accord ? Donc comme ces câblages, ils se refont, quand il y a un problème épileptique, ils sont plus à risque d'avoir une expression de l'épilepsie. Mais en dehors de ça, le fait que quand on est dans ces autres périodes-là, jusqu'à la fin de sa vie, et c'est ça qui est extraordinaire, on continue à faire des nouvelles connexions synaptiques. Et ça, c'est le substrat, là encore, neurophysiologique de nos soins et de nos rééducations. Donc, parce qu'on va pouvoir remodeler, entre guillemets, les réseaux neuronaux de ces enfants et même de ces adultes qui ne se sont pas mis en place correctement. La deuxième chose aussi qui est très importante, qu'on sait maintenant depuis 6 ans, nous avons des nouveaux neurones qui poussent. Avant, on croyait que quand on était bébé, justement, on naissait avec son stock de cellules neuronales et puis après, c'était fini. Nous avons 2 zones dans le cerveau, l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire, mais aussi qui est très connectée aux émotions, et puis une partie au niveau du cortex orbitofrontal, enfin c'est ici, où vous avez des nouveaux neurones qui poussent. Alors ça veut dire aussi, quand on saura un peu renforcer ça, vous voyez, on a une réserve en fait de nouveaux neurones, ce qui peut changer. Et donc, ça fait qu'il y a cette fameuse plasticité cérébrale. Là, je vous montre juste l'exemple pour vous dire à quel point on peut s'appuyer là-dessus dans l'autisme quand on voit ce qui se fait chez des patients amputés. Là, vous savez, c'était les patients qui avaient été amputés des mains de façon une greffe qui avait été pour qui les mains ont été coupées bilatéralement. Ça, c'était au niveau de Lyon. La somatotopie, l'homonculus, ça vous dit quelque chose ou pas? La représentation corticale, donc au niveau du cortex moteur, hein, au niveau du cerveau, on a des zones motrices qui commandent les différentes parties, hein, qui fait qu'on a des cartes ici dans le cerveau des différentes parties du corps. Quand la personne a été amputée, on a fait en fait justement l'imagerie cérébrale, et quand la personne est amputée, vous voyez, normalement ça c'est la carte de la main, ce qu'on appelle l'homonculus, ça c'est en rouge justement après l'amputation, et vous voyez notamment surtout à droite, il n'y a plus de rouge, c'est-à-dire qu'en gros le cerveau a complètement fait régresser la zone de motricité de la main, et en effet parce qu'il n'y a plus de motricité de la main puisque la personne a été amputée. Et cette personne, elle a été greffée. Il y a eu des greffes bilatérales des mains, on a reconnecté les nerfs, on a reconnecté les muscles, et donc le cerveau, vous voyez, donc ça c'est pendant la transplantation, et là le vert c'est après la transplantation. Vous voyez que en fait le cerveau qui n'avait plus de zone de motricité de la main, notamment là, hein, c'est-à-dire que les neurones qui s'occupaient de ça, ils se sont, au lieu de pousser, ils se sont tout rabougris, hein, c'est-à-dire justement ils ont perdu leur connexion, hein, il y a vraiment, on les voit à l'arborescence qui disparaît, hein, le neurone s'altère, il a repoussé pour justement faire ensuite aller commander les fameuses nouvelles mains qu'on a greffées. Donc ça, vous imaginez bien que si le cerveau, et ça c'est le cerveau adulte, hein, un cerveau adulte qui a perdu, entre guillemets, des zones cérébrales à cause de la plasticité, qu'on regreffe des mains, qui refait des zones cérébrales, ça veut dire que dans l'autisme, où on n'a pas enlevé les fonctions, mais en effet, ça fonctionne pas, ça fonctionne moins bien. Si on fait ce qu'il faut, alors c'est pas greffer des mains qu'il faut faire, hein, c'est l'orthophonie, la rééducation, la communication sociale, les séances de jeu, les séances là, vous allez récupérer
aussi, le développement, le cerveau, il a vraiment ces potentialités-là. Et ça, je ne vais pas avoir le temps, ça c'est ce qu'on fait justement quand on fait des séances notamment, alors nous on fait ce qu'on appelle de la rééducation neurofonctionnelle de la communication sociale. C'est vraiment, je discutais avec ma collègue de médecine de rééducation fonctionnelle, on fait de la rééducation fonctionnelle de la communication sociale, c'est-à-dire qu'on cible les fonctions déficientes dans la communication sociale, qu'on exerce justement dans des petites séances de jeu. Je ne vais pas pouvoir ça va être trop long là, mais qui vont cibler, non pas justement, on cible pas l'hémiplégie, on cible pas la spasticité, mais on cible le fait qu'il n'y a pas la bonne orientation du regard, le pointage, la réciprocité, le fait que le sourire aille avec justement le contact de l'autre personne. Ça, on peut rééduquer ça, hein, c'est vraiment de la rééducation neurofonctionnelle. Et comme il y a cette plasticité, ça c'est le schéma thérapeutique, comme il y a cette plasticité cérébrale, eh bien l'enfant récupère du développement, et l'enfant et l'adulte, parce qu'on peut le faire aussi chez l'adulte. Et puis ça, c'est justement, c'est avant, vous voyez, avant la rééducation, où ça c'est en mesure d'eye tracking, où vous voyez que c'est là, le regard se pose là, parce que les réseaux neuronaux qui servent à bien regarder les autres, eh bien, dans les yeux, se sont pas mis en place. Et puis on fait de la rééducation neurofonctionnelle, et puis ces réseaux neuronaux arrivent à se repousser, donc l'enfant ou l'adulte spontanément va pouvoir avoir à nouveau ce support qui lui permet d'orienter son regard. Et de la même façon, au niveau, ça c'est de l'EEG, de se montrer en cartographie, ça c'est vue d'avion. Là, vous voyez, c'est les activations cérébrales qui sont plutôt postérieures, donc au niveau de la vision, quand on est en train de regarder passivement un visage, chez un enfant avec autisme, avant la rééducation fonctionnelle, et puis là, après la rééducation fonctionnelle. Vous voyez que ce n'est pas encore tout à fait parfait, parce que ce n'est pas exactement la même chose, mais on a vraiment, ça montre quoi? Que ça, c'est les générateurs corticaux, ça montre qu'en effet, ces réseaux neuronaux qui s'étaient pas développés ou qui se sont, j'allais dire, altérés aussi parce qu'ils ne fonctionnaient pas comme il faut, bien, avec tous les soins, les rééducations, ça c'est un exemple, Madame Roger va vous en montrer d'autres, mais quand on traite ça, hein, quand on cible ces réseaux de la communication sociale, de l'interrelation, ils se redéveloppent. Même chose que ceux de la main. Avec un enfant, une personne amputée, on arrive à lui redévelopper. Une personne avec autisme, et ça marche toujours chez les adultes, puisque cette plasticité cérébrale, elle est jusqu'à la fin de notre vie. Elle est très forte petit. C'est pour ça qu'on dit que plus on fait du diagnostic précoce et du soin précoce, plus on a cette potentialité forte, mais elle n'a pas disparu ensuite. Donc elle est toujours faisable, ce qui fait qu'il y a toujours, comme je disais hier aussi, potentiel de récupération et qui permettent justement à ces enfants et à ces adultes d'avoir ensuite une nettement meilleure qualité de vie. Merci beaucoup.